Bienvenue, imprudents mortels. Ceux d'entre vous qui ont lu Notre-Dame de Paris sont déjà familiers de la notion de cour des miracles. Mais qu'en est-il exactement? Alors, asseyez-vous près du feu et écoutez l'histoire cruelle de la cour des miracles. Sous l'Ancien Régime, il s'agissait de nombreuses zones de non-droit dans les quartiers de Paris, sachant qu'en journée, les mendiants qui y habitaient semblaient présenter certaines infirmités, comme être aveugle ou avoir un membre en moins ou boiter, mais comme elles étaient fausses, une fois rentrés à la cour des miracles, voilà qu'ils retrouvaient la vue et qu'ils arrivaient de nouveau à marcher. Tiens donc, d'où le terme de cour des miracles. Ces miséreux étaient venus pour la plupart de la campagne chercher du travail. Mais s'ils échouaient, ce qui était souvent le cas apparemment, ils grossissaient les rangs de la cour des miracles. À cause de Notre-Dame de Paris qui en fait une description, on a associé cette cour au XVe siècle, à l'époque où laquelle se passe l'intrigue. Mais en vérité, les témoignages sur son existence datent du XVIIe siècle. Auparavant, nous n'avons pas de description officielle ou d'apparition sur des plans topographiques parisiens antérieurs. En tout cas, pas avant 1652. Tiens donc. J'ai dit qu'il y en avait plusieurs. Pour la plupart, la plus grande, vous l'auriez trouvée entre les rues de Damiette et des Forges. Il y avait aussi la cour du roi François, la cour Sainte-Catherine, la cour Jeancien, la cour de la Jussienne, la cour Saint-Honoré, la cour rue du Bac, la cour rue de la Mortellerie, une autre rue de Reuilly, rue des Tournelles, deux près de la porte Saint-Denis, dans le faubourg Saint-Marcel et enfin sur la butte Saint-Roch. Ce serait un peu inutile de chercher tous ces endroits aujourd'hui parce que la plupart ont disparu. Vous savez pourquoi. Certaines rues n'existent plus parce que les travaux d'Haussmann et tout ça. Mais encore bien avant, on avait déjà fait le ménage. Alors, qu'est-ce s'est-il passé? Déjà, il faut savoir que celui qui commandait à la cour des miracles était surnommé roi des thunes ou grand Corse. Il pouvait être décrit d'une façon très bizarre, c'est-à-dire avec une couronne formée d'emplâtre et avec une sorte de bannière qui était faite d'un animal mort au bout d'un mât. C'est peu engageant, mais apparemment ce seraient des descriptions romancées. Sous ce roi, il y avait encore plusieurs suppôts, c'est-à-dire ou archisuppôts, qui étaient un peu les savants du royaume des mendiants. Et encore au-dessous, il y avait le menu fretin. C'était eux qui devaient apprendre le métier. Alors de quelle façon? Eh bien, les plus expérimentés, tout d'abord leur apprenaient l'argot, mais aussi leur enseignaient comment voler une bourse sans se faire remarquer. Encore une fois, ceux qui ont lu Notre-Dame de Paris savent de quoi il est question. C'est l'initiation du poète Gringoire. Et cela consiste à suspendre un mannequin chargé de clochettes et d'arriver à lui voler sa bourse tout en se tenant debout sur un pied et sans faire sonner une seule clochette. Évidemment, la chose est très difficile et Gringoire y échoue. Il ne lui reste qu'une seule autre possibilité pour pouvoir rester dans la cour des miracles et non pas être pendu en tant qu'intrus, car les truands disent que puisque les honnêtes gens les pendent si facilement, pourquoi ne pas l'inverse? C'est qu'une truande en veuille pour mari. Finalement,
Gringoire est accepté par Esmeralda, non par amour mais parce qu'elle veut lui sauver la vie. De toute façon, elle n'a pas forcément pour longtemps. Ils cassent une cruche et s'unissent pour autant d'années qu'il y a de morceaux, c'est-à-dire 4. On prétend que c'est jadis ainsi que les gens du voyage se mariaient. Une fois la période écoulée, ils étaient libres de reprendre leur vie chacun de leur côté, ou alors les époux contractaient un nouveau mariage. J'ai parlé de truandes, mais il est bon à savoir qu'en fait, la plupart des femmes, évidemment, dans la cour des miracles, effectuaient le plus vieux métier du monde. Mais qu'en était-il de tous les autres? Les drilles étaient de faux soldats, faisant semblant d'avoir reçu des mutilations. Les malingreux étaient les faux malades, qui se fabriquaient des teints blafards ou des fausses blessures. Les francs mitous faisaient semblant d'avoir des crises d'épilepsie, les piètres étaient de faux estropiés, les marfaux étaient les souteneurs. Je trouve que ça ressemble beaucoup au mot moderne macro. Les marcandiers étaient de faux marchands ruinés par les guerres ou incidents. Les capons mendiaient dans les cabarets et les lieux publics. Les milliards volaient des provisions à la tire. Les orphelins étaient les enfants, qui étaient chargés de paraître gelés et trembler de froid. Quant aux cagous et archichupaux ou ducs, c'étaient les lieutenants, donc, du cosre ou chefs de la pègre. À côté d'eux, vous aurez trouvé ceux qui les enseignaient, gens de petites flambes ou de la courte épée, c'est-à-dire avec des ciseaux pour couper les bourses. Enfin, les coquillards, c'était des faux pèlerins arborant une coquille de Saint-Jacques pour endormir la méfiance. Les gens de courte épée, ceux qui coupaient les bourses, vous en souvenez, c'était ceux qu'on enseignait à arriver à prendre une bourse à un mannequin chargé de clochettes. S'ils y parvenaient, leur initiation se poursuivait, ils étaient censés couper une bourse dans un lieu public comme le cimetière des Innocents. L'apprenti allait s'exécuter, mais soudain, tous les autres truands criaient « Haro » sur le voleur, c'est là que ça vient, Haro. Les gens criaient « Haro », on comprenait qu'il y avait un voleur. Tous les témoins s'acharnaient sur le pauvre apprenti voleur, et pendant que l'attention de tout le monde était portée sur cet événement, c'est là que les autres truands rentraient en action et coupaient les bourses. Il fallait y penser. Notez aussi que si vous étiez pris sur le fait, et qu'un voleur était donc arrêté par la foule, il arrivait qu'on applique la justice divine. Comment? Bien c'est simple, par exemple, en jetant le truand dans la Seine. Il valait mieux savoir nager, ce qui était rare à l'époque. Comme je l'ai dit, c'est une zone de non-droit, qui n'était pas bonne pour l'intrus. Gringoire en fait les frais dans Notre-Dame de Paris. Il y a même une chanson à ce sujet dans la comédie musicale de 1998, mais aussi la version des années 1997, où cette fois-ci ce sont Quasimodo et Phébus qui se retrouvent ainsi dans la cour des miracles. Cette dernière présente une particularité. Elle n'est pas dans une rue, au vu au sud de tout le monde, c'est un lieu souterrain. On sous-entend que c'est dans les catacombes, donc caché, dont il faut connaître le plan pour y arriver. Il dit aussi que c'est apparemment là que se cache la communauté des gens du voyage et non pas les truands en général. Découvrir son emplacement est d'ailleurs l'obsession des autorités pour arrêter tout le monde. Mais il n'est pas connu, si vous suivez bien. La présence de squelettes, comme j'ai dit plus tôt, sous-entend qu'il s'agit des catacombes, fortement associées à la ville de Paris, mais en réalité, les catacombes, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait juste d'anciennes caves qui avaient servi à creuser dans la roche et ainsi construire Paris avec les pierres de cette dernière, des carrières souterraines. Mais il n'y avait pas encore de squelettes. Et ils ne viendront qu'au XVIIIe siècle, quand on utilisera les carrières pour vider des cimetières comme celui des Innocents. En outre, dans le bossu de Notre-Dame, donc, on ne sait pas pourquoi la cour des miracles s'appelle ainsi.
À aucun moment on dit que les gens qui l'habitent feignent d'avoir des handicaps. Donc, ne vous fiez pas trop à la représentation de la Cour des Miracles dans ce dessin animé. Même si, à sa façon, il reste un chef-d'œuvre. Les zones de non-droit que je vous évoquais, même la police ne s'y risquait pas pendant un certain temps, mais Louis XIV décida un beau jour de tout passer au Karcher. Plus exactement, il confia la tâche à Nicolas de la Reynie, lieutenant général de la police de Paris, que je vous ai déjà présenté dans l'affaire de la princesse sanglante. En 1844, l'écrivain Horace Resson prétendra que la Reynie aurait fait ouvrir des brèches dans les murailles entourant la cour, puis serait allé seul sur la place et annoncer que le roi ordonnait l'évacuation du lieu et que les 12 derniers présents sur place seraient pendus et envoyés aux galères. Tout le monde se serait carapaté. Mais on n'est pas certain de l'historicité de l'anecdote. Ce qui s'est passé plutôt, c'est qu'il rasa les maisons concernées, envoya aux galères près de 60 000 truands, paraît-il, et une politique d'enfermement systématique à l'hôpital général fut menée, sachant que l'hôpital n'était pas tant un lieu où on soignait les gens à l'époque, mais plutôt un endroit où on enfermait les pauvres et les vagabonds, pour que justement on ne les ait plus sous les yeux. Là-bas, ils pouvaient être logés, mais en échange d'un certain labeur. Il arriva même, à ce qu'on dit, qu'on envoie certains dans les nouvelles colonies du Canada pour les peupler. Ce n'est pas nouveau, c'est aussi de cette façon plus tard que le Royaume-Uni peuplera l'Australie. Il ne reste plus grand-chose de la Cour des Miracles aujourd'hui, comme vous le savez, sinon certaines appellations, les rues de la Grande Truanderie et de la Petite Truanderie, entre le boulevard Sébastopol et le Forum des Halles. Vous devez vous rappeler peut-être aussi qu'on avait attribué d'abord à tort à de mauvais garçons la disparition des différentes victimes du barbier Cabard, dont j'ai aussi raconté l'histoire. Après, je ne sais pas si ce petit monde habitait déjà une cour des miracles à l'époque, puisque c'était au XIVe siècle, mais ça prouve que les truands, justement, abondaient. C'est sûr, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous imaginez, s'il y avait des zones de non-droit, les touristes en seraient quelque peu surpris, et l'aura romantique de Paris ne serait sans doute pas du tout la même. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour me soutenir, voyez la description de Tipeee, du Patreon et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre en tête la lumière. Au revoir, imprudent mortel.